Ne faites pas attention au regard des autres, au regard des instances. Faites attention à votre moi intérieur, à votre alignement. Faites ce qui vous semble être juste, du mot justice et justesse ensemble. Commençons par une histoire. Nasruddin était au marché en train de courir et répétant haut et fort: Grâce à Dieu, j'ai perdu mon âne, j'ai perdu ma monture. Au bout de 4 heures, quand il commence à bien agacer tout le monde, on lui dit: Écoute, on sait bien que tu rends grâce à Dieu dans toutes tes situations, mais là, tu te rends compte que tu commences à nous agacer? Tu as l'air content, mais ta façon d'hurler commence à être outrancière. Pourquoi es-tu content à ce point? Et Nasruddin de répondre: Mais parce que si j'étais resté sur ma monture, je me serais perdu aussi. Aujourd'hui, c'est une boîte à livres un peu hors norme. Mon invité est monsieur Moussine Ayouch, coach, formateur, superviseur de coach, mentor coach de l'ICF, écrivain et conférencier, co-auteur avec madame Patricia Lambert du livre Soufisme et coaching, publié chez Tariq Éditions, livre pour le moment malheureusement épuisé, mais je viens d'apprendre la bonne nouvelle qu'il va être réédité. Alors, ce livre est le résultat d'une rencontre que l'on peut qualifier de magique entre Fawzi Skali, créateur entre autres du Festival de Fès de la culture soufie, et de M. Christian Lestienne, psychologue clinicien belge et formateur de coach et conférencier. Avec vous, Moussine, nous allons sortir des sentiers battus. Nous allons quitter la monture de nos habitudes, de nos idées toutes faites, de nos opinions, un peu comme Nasruddin qui a perdu son âne et se réjouit tellement, car s'il était resté sur son âne, il se serait aussi perdu. Et avant de continuer, j'aimerais aussi dire que cette rencontre que nous avions programmée dans le cadre d'ateliers d'échange de coach autour des manières de comprendre, de vivre le coaching a été refusée par la direction de l'EMCC. Et voici ce que j'ai reçu comme email de la direction. La situation institutionnelle n'est pas des plus tendres avec le métier de coach. Et j'avoue que nous sommes surpris parfois des décisions qui sont prises au niveau de France Compétences et de la Mivilude, qui peut travailler de concert. Dernier exemple en date, l'énéagramme, de par son origine ésotérique, n'est pas considéré comme fiable, même est considéré comme voire dangereuse comme un outil de coaching. Que dire de cela? À défaut de construire une armée pour aller nous battre contre ces dictats, qui de plus changent en fonction des gouvernants de ces instances, nous nous devons d'être vigilants et au moins pour un temps d'être un peu plus conformes. Et franchement, je vous le dis, hein, chers auditeurs, chères auditrices, à toutes les étoiles qui me suivent déjà depuis plusieurs années, cette réponse m'a donné l'envie de descendre de ma monture et d'inviter Monsieur Moussine Ayouch dans la boîte à livres afin que nous puissions échanger autour de cette conversation entre Fawzi Skali et Christian Lestienne qui vient titiller la bien-pensance. J'en profite aussi pour vous demander de soutenir mon travail et mes invités en likant cette vidéo, en postant un commentaire, simplement merci ou bravo pour le travail, ça vous donne des idées, et en vous abonnant à ma chaîne. Bonjour Moussine, Bonjour Oriane, bienvenue à vous. merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté mon On- invitation à venir nous parler de votre livre et pour reprendre vos mots, un ouvrage qui se veut profondément libre de tout système idéologisant et qui se relie à la culture humaniste dans son essence. Merci pour votre invitation et merci pour votre audace de coach. Merci. Notre métier est un métier de l'audace, de la Oui. prise de risque, de la prospection. C'est Mm. surtout pas un métier de sentier battu et encore moins de formatage et de standardisation. Magnifique. Alors, dites-nous, comment vous est venue l'idée de coécrire ce livre avec Patricia Lambert? Bien, vous avez commencé par une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de ce livre-là.
Et voilà encore un point commun qu'on va défricher plus tard. Les coachs, nous savons bien, travaillent beaucoup avec la métaphore, avec le ressenti, avec les paraboles et donc une histoire. Les soufis, eux, travaillent avec des histoires, avec tout ça. Alors, l'histoire de ce livre est la suivante. Moi, je suis manager de carrière. J'ai eu 24 ans de management et puis est venu pour moi le temps de changer. Je suis allé vers le coaching et pour moi, c'était honnêtement une très belle découverte dans les débuts des années 2000. Je découvre ce domaine et je me pose des questions du genre, cette discipline née dans le sport, née aux États-Unis et qui a fait une double, voire une triple migration. Elle a migré du sport vers l'entreprise, les organisations, l'individu. Elle a migré des États-Unis vers l'Europe. Et puis, elle a migré de l'Europe vers d'autres parties du monde. Nous autres, en Méditerranée, ça nous est venu après ces trois migrations. La question que je me suis posée, c'est que ben, nous autres, appartenant à cette culture méditerranéenne, arabo-musulmane, africaine, qu'est-ce que nous allons faire de cela? Et mon travail de mémoire de certification lors de ma formation a porté sur la culture arabo-musulmane et le coaching. Le questionnement était le suivant. Cette discipline avec cette histoire, cet historique, comment nous pourrions l'intégrer sans être dans une logique de copier-coller, ce serait dommage. Hmm. Et donc, je suis allé voir dans ce premier travail quels étaient, bien entendu, le coaching en tant que tel n'existait nulle part au monde. Et donc, je ne suis pas allé chercher du coaching dans la culture arabo-musulmane, il n'y en avait pas. Mais je suis allé voir les modes d'accompagnement d'humain à humain. Et là, j'ai travaillé dans ce mémoire sur deux types d'accompagnement. Le compagnonnage pour les métiers, Mhm. où le maître accompagnait l'apprenant jusqu'à ce que lui-même devienne maître. Et il ne Mhm. lui transmettait pas seulement les techniques du métier, mais il lui transmettait aussi les valeurs, les us et coutumes et la culture du métier. Et le deuxième accompagnement que nous avons connu dans l'histoire, pas seulement nous, mais plein de civilisations, c'est l'accompagnement spirituel. Chez nous, dans la culture arabo-musulmane, ça s'appelle le soufisme. Mhm. Chez les chrétiens, ça s'appelle le mysticisme. Chez les juifs, c'est la Kabbale ou le hassidisme. Et nous avons de l'accompagnement spirituel même dans des religions non déistes, telles que le bouddhisme. Et donc, j'ai fait ce mémoire-là, et ma conclusion a été la suivante. Certes, le coaching est transculturel, dans Mhm. ce sens qu'il s'intéresse à l'être humain en tant qu'être humain, quelle que soit sa culture, son origine, ses croyances et tout ça. S'il est transculturel, il ne peut pas se permettre d'être métaculturel. Il ne peut pas s'installer en dehors de la culture. Que ce soit la culture au sens anthropologique ou que ce soit la culture au sens individuel. Nous connaissons bien le concept de culture d'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que le coaching s'exerce. Il ne peut pas s'exercer en dehors de la culture de la personne ou des équipes ou des structures que nous accompagnons. Bien, j'ai eu mon mémoire de certification et puis, bon, je suis resté sur ma faim. Il fallait que j'approfondisse. Et là, à l'époque, les dates sont assez intéressantes. En 2006, j'ai terminé mes certifications. Et là, j'ai conçu le projet du livre. N'étant pas moi-même soufi, n'étant pas au courant de la chose, j'ai une culture où le soufisme est présent, mais n'étant pas sur la voie soufie, j'ai contacté M. Fouzis Khalil, que je connaissais, qui est une connaissance, et je lui ai dit, voilà, j'ai fait du coaching, je suis sur un projet de livre, est-ce que ça te dirait de participer? En 2006, sa réponse était la suivante, écoute, moi-même, je ne sais pas ce que c'est que le coaching, mais je te connais, je te fais confiance, je suis partant. Là-dessus, j'ai établi un premier sommaire, j'ai mis tout ça dans un dossier que j'ai laissé sur mon bureau. Et puis, comme j'ai changé de métier, j'ai quitté le management, j'ai installé mon cabinet, vous savez comment ça se passe.
trop pris, trop pris. Et le projet là était là un beau jour, ceci et cela. Les dates sont importantes parce qu'en 2008, je rencontre Christian Lestienne. Nous travaillons ensemble. Nous découvrons que nous avons la même approche du coaching et des valeurs communes. Donc, nous travaillons ensemble. En 2010, Christian Lestienne me dit, voilà, j'ai une amie qui s'appelle Patricia Lambert et qui sera au Festival des cultures soufis. Ce serait bien que vous vous rencontriez avec plaisir. Les amis de mes amis sont mes amis. Et donc, nous nous rencontrons, Madame Patricia Lambert et moi-même, le 13 juin 2010. Là aussi, la date est importante. J'étais là avec moi, feu mon épouse, et nous avons rencontré Patricia Lambert. Discussion, nos amis, nos intérêts communs, et après cette partie rituelle passe-temps, Madame Lambert me dit, Monsieur Ayoub, je suis venu vous voir parce que j'ai un projet à vous partager. Je dis, avec plaisir, allez-y. Elle me dit, je veux écrire un livre. Bien. Sur quel sujet? Et elle me dit, soufisme et coaching. Imaginez ma stupéfaction. Les soufis connaissent ce concept. Ma stupéfaction, je n'en croyais pas mes oreilles. Heureusement, je le dis a posteriori, que nous avions tous les deux un témoin tierce. Sinon, ayant resté un peu figé un moment, il y a Patricia Lambert qui me dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis juste, j'ai même pas une question, j'ai une presque affirmation à vous partager. Elle me dit, c'est laquelle? Je lui dis, est-ce que vous avez pensé à Fawzi Sqali? Bien sûr, elle m'a dit oui. Voilà l'histoire de ce livre. On va parler de synchronicité, on va parler d'alignement des étoiles, on va parler de Kairos. On peut trouver des explications, entre guillemets, dans différentes cultures. Tout à fait. Pour la petite histoire, sur place, je reprends mon téléphone, j'appelle Fawzi Sqali. Bonjour, est-ce que tu te rappelles notre discussion de 2006? Il me dit bien sûr, oui, où en est ton projet? Je dis ça y est, le Kairos est là, nous allons le réussir. Nous allons le faire. Donc voilà l'histoire de ce livre. Je n'ai pas d'explication rationnelle. La même idée qui apparaît en 2006 chez un coach marocain, qui apparaît en 2010 chez une coach belge, qui sont à 3000 km de distance l'un de l'autre et qui ne se connaissaient pas. Donc le livre avait une raison d'être. Et à partir de là, nous n'étions pas pressés par le temps parce que le plus beau a été l'écriture de ce livre, le voyage que nous avons fait. Nous avons fait plusieurs rencontres à quatre, parfois à deux, parfois en présentiel, parfois en distanciel, parfois à Bruxelles, à Paris, à Casa, à Fès. Nous avons pris le temps et le livre est sorti. Bien sûr, nous avons associé Christian Lessienne, qui est, dans ma définition, coach iconoclaste, coach atypique, coach de la liberté, qui Oh. n'est pas coach qui marche dans les clous. Donc voilà une histoire qui accompagne ce livre-là. Et la belle petite histoire avec laquelle vous avez commencé, elle est très connue parce que ce monsieur Nasruddin Hoxha est un personnage mythique auquel on attribue plein d'histoires. Alors, on a la même histoire, mais sous une autre forme. Hmm. Il remerciait Dieu que le vent ait emporté son pantalon qui était étalé à sécher sur le toit. Et à la fin de l'histoire, il dit, mais pourquoi ton pantalon? Attention, si j'étais en train de porter ce pantalon-là, je serais tombé moi-même. Voilà donc les raisons d'être de ce livre-là. Magnifique. Et alors, ben, me vient, parce que finalement, c'est un livre écrit à 8 mains, on peut dire. Absolument. 8 mains. Absolument. Absolument. Oui, 4 esprits, 8 mains. Et donc, comment avez-vous vécu ces échanges entre vous quatre? Et surtout avec, quand même, Fawzi et Christian, parce que Christian, franchement, je suis impressionnée par sa philosophie, sa connaissance de la philosophie, de l'histoire, la richesse de son expression, qui est vraiment fabuleuse. Nous avons vécu cette expérience en enfant
ébahis qui découvraient les yeux grands ouverts, puisque nous pénétrions les uns dans les domaines des autres qui étaient assez nouveaux pour nous tous, puisque Fawzi Sqali découvrait ce que c'était que le coaching, nous-mêmes nous découvrions ce que c'était le coaching, le soufisme, pardon, de l'intérieur, et puis nous découvrions également en tant que personne. C'est pour Hmm. ça que quelque part, nous ne l'avons pas fait exprès, mais pour la beauté du voyage, nous avons fait durer le travail pendant 7 ans. C'était des découvertes à plusieurs niveaux, au niveau intellectuel, au niveau humain, au niveau civilisationnel, au niveau émotionnel. C'était vraiment aller les uns vers les autres sans a priori, mais aussi notre intention, notre purpose n'était pas de comparer deux domaines, c'était plutôt une mise en miroir de deux pratiques de l'accompagnement de l'humain par l'humain. Hmm. Une pratique ancestrale et une pratique moderne, une pratique balbutiante à mon avis. Le coaching, à mon sens, n'est qu'à tous ses débuts. Le coaching ne peut pas, à mon avis, acquérir aujourd'hui le statut de science. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que toute science a besoin d'une théorie générale. À valeur d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de théorie générale du coaching. D'où ces tergiversations, ces hésitations. Est-ce que le néagramme en fait partie? Est-ce que le sous... Je comprends. Je Ouais. ne suis pas d'accord, je n'accepte pas, mais je comprends et c'est logique. Le coaching a encore des efforts à faire pour acquérir ces lettres de noblesse. Et les lettres de noblesse, c'est de pouvoir construire par tous les coachs qui réfléchissent par-delà la technique, Hmm. par-delà la durée de la séance, la prescription de tâches, la fixation d'objectifs, à une théorie générale du coaching, là, nous serons bien avancés. Et donc, c'était la mise en miroir de deux pratiques d'accompagnement. Et ça nous a donné une liberté extraordinaire, parce qu'à aucun moment, nous n'avons réfléchi ni raisonné les uns et les autres, c'est mieux ici, un peu moins mieux, moins bien là-bas. Non, on n'était pas dans cette logique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette découverte, les yeux écarquillés des enfants qui allaient vers des choses qui les passionnaient. Magnifique. Et donc, me venait cette question, est-ce que donc on peut faire un lien entre la pratique spirituelle soufie et le coaching? C'est le compagnonnage. Oui, alors les liens, on va les voir d'abord à la personne et à la personnalité de l'accompagnateur. Hmm. En soufisme, on va l'appeler le maître. En coaching, on va appeler le coach. Ensuite, on va le voir à un deuxième niveau, à la nature de la relation. Et un troisième niveau, en fonction des process mis en place. Alors, la nature de l'accompagnateur, nous savons bien que on ne devient pas coach en se réveillant le matin en disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire du coaching. Enfin, il y en a qui essayent, hein. Tant mieux pour eux. Et tant pis pour leurs clients, malheureusement. Et alors, nous savons bien qu'un coach a besoin d'une formation. Mais ce qui est au-delà de la formation, un coach va être un bon coach quand il y viendra, non pas pour trouver un boulot parce qu'il n'en trouve pas ailleurs, mais qui viendra, si je veux benchmarker le concept de Kandinsky pour l'art, par nécessité intérieure. Hmm. Il y a quelque chose qui va l'appeler à aller vers quelque chose. Et puis, bien entendu, il y a la formation, il y a la certification, il y a la supervision, il y a le travail sur soi. Tout ça, voilà comment on peut obtenir un bon coach. Eh bien, idem pour l'accompagnateur soufi, le maître ou le cheikh en arabe. Il doit cheminer lui-même sur le cheminement spirituel
franchir des étapes et obtenir sa certification. En arabe, ça s'appelle al-ijaza, qui est le synonyme de certification. Hmm. Quelqu'un dans son CV qui va dire certifié ou obtenu une licence, en arabe, ijaza égale licence. Donc, voilà un point commun. Autrement dit, un cheminement spirituel à soi-même. Cette ijaza, c'est la seule qui va lui permettre d'accompagner d'autres disciples. Et bien entendu, point commun entre les deux. Les disciples, ça ne se commande pas. Le coach va faire son commercial, je veux bien, mais là, il le fait en tant que gérant de son cabinet, un truc pareil. Mais le client vient vers le coach. Et le coach va vérifier, nous savons très bien, la demande, est-ce que c'est un coaching voulu, prescrit et tout ça. Idem à ce niveau-là pour le maître soufi. Les disciples vont venir vers lui. Il ne va pas faire une pancarte, une affiche ou un plan marketing digital. Venez me voir, je suis le meilleur des maîtres soufis de la place. D'accord? Et donc, voilà un premier point. Les éléments, nous avons eu accès à une ijaza d'un disciple, donc certifié à devenir maître par un autre maître, qui donne les éléments suivants. Il dit, cette personne a fait un cheminement. Cette personne n'est plus dans l'ego. Cette personne sait saisir les données de l'environnement. Hmm. Hmm. Et cette personne est à l'aise dans la relation humaine. On pourrait transcrire ces quatre éléments formulés autrement pour le coach. Donc voilà un premier élément de convergence, on va dire. La qualité de la personne qui va d'un côté être coach, comme nous, ou d'un autre côté être maître soufi, avec la plus grande des certifications, nous l'avons vu, c'est la reconnaissance des clients. Ce n'est pas le diplôme X ou le diplôme Y qui sont une condition nécessaire, mais non suffisante, comme diraient les mathématiciens. Maintenant, au niveau de la qualité de la relation, nous savons ce que c'est que la qualité de la relation coaché, une relation égalitaire, paritaire. On définit le coaching comme un partenariat entre le coach et le coaché, où l'on n'impose rien, l'on ne suggère rien, on n'induit rien, on laisse la personne coachée aller vers ce qu'elle se destine et dans les conditions qui sont les siennes, et on ne décide jamais, bien entendu, à la place du coaché. Dans le soufisme, dans les démarches spirituelles, aussi bien dans le mysticisme chrétien que la Kabbale et le hasidisme juif, la relation est un peu particulière. Déjà, les appellations maître-disciple. Il y a là une cession plus grande d'une part de la liberté du disciple vers le maître. Le concept qui s'y approcherait le plus serait la servitude volontaire de la Boétie. Hmm. Alors, qu'est-ce qui explique cela? On n'est pas dans ce type de relation. Coach-coaché, nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce qui explique cela? Coach-coaché, c'est une relation professionnelle, commerciale, limitée dans le temps et rétribuée. La relation maître-disciple n'est pas commerciale, n'est pas rétribuée, mais demande plus de cession d'une part de liberté. Le disciple doit obéissance totale et absolue, voire aveugle à son maître. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, c'est l'enjeu. Les enjeux que l'on travaille en coaching sont des enjeux terrestres. Les enjeux recherchés dans le cheminement
spirituel soufi est céleste. Et là, on raconte encore une histoire très intéressante pour comprendre cela. Un grand maître soufi marocain, très connu, avec des poèmes et des écrits philosophiques extraordinaires, qui nous restent du XVe siècle, hésitait entre deux maîtres, un maître A et un maître B. Et il est allé vers le maître B pour lui dire, voilà, je suis à la recherche d'accompagnateurs, de maîtres, j'hésite entre le maître A et vous-même. Et la réponse de ce maître B a été la suivante. Si vous quêtez le paradis, allez vers le maître A. Si votre quête est la rencontre du créateur du paradis, venez chez moi. Hmm. Alors, vous comprenez que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucun amalgame à faire. Il n'y a pas photo, comme on dirait aujourd'hui. Mhm. Photo, les enjeux sont différents et aucun amalgame n'est possible entre soufisme et coaching en tant qu'accompagnement. Donc Magnifique. voilà le deuxième niveau de mise en miroir. Et le troisième niveau, ce qui est très intéressant, c'est le process, la manière de procéder. Les soufis ont fait leur devise de il faut être et laisser les autres être ce qu'ils sont. Les soufis ne font pas de prosélytisme. Les soufis ne font pas de prêche. Ils sont là, il y a des disciples qui viennent vers eux et similitude avec le coaching, ils acceptent ou pas. Vous savez bien qu'il y a des coachings qu'on n'accepte pas pour diverses raisons. Conflit d'intérêt, conflit de vie, je ne sais pas. La même chose pour le maître soufi. S'il sent qu'il va dire oui, sinon il va dire non. D'accord. Hmm. Sauf que on va accompagner le disciple en soufisme avec cette règle-là qui est extraordinaire du point de vue pédagogique et que nous utilisons bien entendu en coaching. Ils appellent ça la mise à disposition en fonction de la prédisposition. Hmm. Principe pédagogique extraordinaire. On apporte à la personne que c'est que nous pensons, elle est prédisposée à accueillir. Et vous savez bien qu'en coaching, on peut aller sur une piste, se rendre compte que ça ne va pas, et va dire, excusez-moi, ce n'est pas la bonne piste, est-ce que ça vous va? Eh bien, la même chose. C'est un accompagnement soft. Ce n'est pas l'enseignement classique dans une classe. Il faut que tu apprennes la table de multiplication par 5. Il faut répéter 50 fois, c'est couru. On va laisser émerger des prises de conscience, Hmm. une autre similitude. Et puis, on ne va pas, les soufis n'interviennent pas par injonction, sauf dans ce qui correspondrait chez nous aux prescriptions de tâches où Hmm. là, les soufis, rappelez-vous la qualité et l'enjeu, vont être directifs. Le coach va laisser la prescription de tâches émerger du coaching, et j'aime bien la terminologie canadienne là-dedans. Il y a une dégradation. En français, le monde francophone, côté français, va dire prescription de tâches. Aux États-Unis, on va dire homeworks, ce qui rappelle déjà l'école. Hmm. Bon, eh bien, nos amis américains, ils vont avec le gros bottes. Au Canada, ils sont beaucoup plus fins, ils appellent cela une requête. Beaucoup plus fin. On Hmm. fait une requête et la personne coachée, elle prend pas. D'accord. En soufisme, c'est pas la requête, c'est pas les pressions de là, c'est du homework à réaliser et réussir avant de revenir en accompagnement. Hmm. D'accord? Mais sinon, c'est des histoires, c'est des paraboles, c'est aussi des mises en situation. C'est aussi des mises en situation. Et voilà encore le miroir qui renvoie des pratiques similaires, approchantes, dans un type d'accompagnement moderne qui est le coaching et un autre type d'accompagnement ancien,
existentielle, spirituelle, ancestrale, comme dit ma compagne d'écriture, Patricia Lambert. Merci pour cette explication vraiment éclairante. Et tout cela m'amène à cette phrase que Christian Lestienne avait reçue de sa maman. Je trouve que c'était une phrase vraiment qui me parle beaucoup parce que quand on me dit oh, tu travailles tout le temps, Ryan, je dis non, je ne travaille pas, j'œuvre. Et Christian dit œuvre comme si tout dépendait de toi et fais confiance comme si tout dépendait de la vie. Et c'est venu m'interroger sur la notion de volonté parce que c'est vrai qu'en coaching, il y a cet aspect d'atteindre des objectifs. Le coach, ben, il a l'impression qu'il ne réussit pas son coaching s'il n'arrive pas à accompagner ses coachés à atteindre les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre. Et aussi, ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que il m'est arrivé d'avoir des clients qui étaient bloqués par un excès de volonté, comme si la volonté devenait un frein, alors que on entend tellement les messages, si tu le veux, tu le peux, etc., etc. Enfin, we can do it, etc. Yes, yes, we can. Oui, voilà. Et donc, comment, selon vous, un coach peut aider le coaché à concilier volonté et désir de ce qui est possible? Cette phrase est vraiment percutante. Nous l'avons entendue chez Christian, qui la répète souvent parce que c'est une réalité, c'est pas une invention. Mhm, Et dans les échanges que nous avons eus, est sorti un concept que connaissent les soufis, avec lequel ils travaillent, c'est la dialectique de l'effort et de la grâce. mhm, Les choses adviennent non seulement par l'effort et non seulement par la grâce. Il y a des efforts qu'on va trouver, œuvre comme si tout dépendait de toi, fais l'effort qu'il y a à faire, travaille à ceci, planifie cela, et tel objectif, et fais ce que tu as à faire. Et puis, à un certain moment, va advenir la grâce côté spirituel. mhm, Côté coaching va advenir le changement. On sait bien que tout est dans le voyage, pas dans la destination. Et quand vous pensez à ce concept-là, l'effort et la grâce, ce n'est pas 100% l'effort, ce n'est pas 100% la grâce. Ce n'est pas 100% la volonté, ce n'est pas 100% le désir. Eh bien, on va la trouver dans la nature. Exemple tout simple. De l'eau, on va la mettre à bouillir. Il y a un effort. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 100 degrés. Et là, la transformation se fait. L'eau va changer de l'état liquide à l'état gazeux. C'est une loi de la nature. Il y a un effort et à un certain moment, hop, il y a une transformation. Et donc, cette dialectique de la volonté et du désir est à intégrer dans l'accompagnement. mhm, La vie ne sait pas, ne comprend pas, je veux. mhm, La vie, elle fonctionne, elle est là. L'être humain, il a je veux, et c'est tant mieux. C'est le libre arbitre. Mais il doit intégrer que il va agir pour ce qu'il veut, pour son objectif. Il se donne les moyens d'atteindre cet objectif-là, mais qu'à un certain moment, il y a des choses qui ne dépendent pas de lui ou d'elle. Nous savons tous très bien quand nous allons fine-tuner l'objectif que se fixe un client pour le coaching, on va vérifier que cet objectif ne dépend que de lui, mais qu'il dépend de lui dans son contexte, dans son environnement sur Terre. Il ne dépend pas de lui là-bas sur Mars ou à Neptune. Et mhm, donc, cette idée de volonté et de désir, il faut la traiter non pas comme antinomie, mais comme étant en relation dialectique l'une avec l'autre. mhm.
Et ça me fait penser finalement à la liberté. Absolument. Et le coaching, dans ma conception, bien entendu, je suis coach certifié comme tout le monde, je travaille, je suis membre de l'ICF, j'ai mon cabinet de coaching, je connais les standards et les normes, les 8 compétences et tout ça, je suis superviseur et tout ça. Mais tout ceci, s'il n'est pas adressé vers la liberté de l'être humain que j'accompagne. Vous savez, quand nous accompagnons une personne, nous accompagnons cette personne qui s'appelle Albert ceci ou Micheline cela ou Mohamed cela. Et ensuite, il est directeur ou directrice ou responsable ou dirigeant ou ça. Si Hmm. nous accompagnons le dirigeant, le responsable, la directrice marketing, par exemple, on va rater la personne qui a dans cela. Hmm. Et donc, c'est la liberté fondamentale de cette personne-là qui va permettre à elle-même, bien entendu, à son cadre, à son système, à son entreprise, quand on est dans une logique de coaching d'entreprise, d'atteindre ce qu'elle veut atteindre. Autrement, nous serions dans des logiques d'injonction, de formation et de formatage. Exactement. Honnêtement, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas le coaching. Oui, et donc sur le coup, j'avais repéré Roland Gori, le livre de Roland Gori et de Pierre Lecoz qui critique finalement le monde du coaching avec ce livre dont le titre est L'Empire des coachs, une forme de contrôle social. Ce que j'ai pu observer étonnamment durant cette période un peu bizarre du Covid, où j'avais entendu dans le cadre de l'association dont je fais partie, euh, on n'a pas été invité à faire cela, mais on nous a présenté des situations dans le monde anglo-saxon où les associations encourageaient et encouragent encore maintenant les coachs à amener des thématiques comme les questions de genre, le réchauffement climatique et ce genre de thèmes qui parfois n'ont rien à voir avec la quête du coaché, puisque le coaché vient pour travailler une problématique, atteindre un objectif. Je reprends d'ailleurs page 221. Fauzi nous apprend ainsi que le courant soufi des Bahamatis considérait que le regard des autres formatait la liberté intérieure. Être dépendant de l'approbation ou du rejet des autres conditionne notre liberté. Et donc j'avais envie de conclure notre interview avec ça et de vous demander, mais finalement, que diriez-vous, vous, pour conclure cette interview? Alors déjà, le livre de Gori et Le Cause a été l'une de mes premières lectures et je le recommande à toutes les personnes que je forme au coaching. Hmm. C'est des personnes sensées, raisonnables, qui ont fait, à mon sens, jusqu'à présent, la meilleure critique que j'ai eu à lire du coaching. Il y en a beaucoup, Mhm. et plus justifiées les unes que les autres. Je bifurquerai sur les Malamati. Eux, leur homework, on va dire, leur prescriptage, c'est de se comporter totalement à l'antithèse du bon musulman, Hmm. totalement à l'opposé. Pourquoi? Pour recevoir le rejet, l'opprobre de toute la population pour se libérer du regard de l'autre. Waouh! Là, jusqu'à ce point-là, on est en dehors de je suis bien si les autres me renvoient. Non, je suis bien quand je suis aligné, quand je suis sur la voie, quand je suis congruent et en cohérence avec mes valeurs, mes actions, mes pensées. Et donc, et donc peut-être que je conclurai avec vous en disant au coach, ne faites pas attention au regard des autres, au regard des instances. Faites attention à votre moi intérieur, à votre alignement. Faites ce qui vous semble être juste, du mot justice et justesse ensemble. Waouh! Voilà. Ah, tout grand merci, Moussine, pour cette interview qui, j'espère, inspirera tous les coachs et les constellateurs et constellatrices, puisqu'il y a pas mal de constellateurs et de constellatrices qui suivent cette chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez trouvé cette interview
inspirante, utile. N'oubliez pas de la liker afin de la faire remonter dans les algorithmes. Et j'ajoute que ce sont vos commentaires qui vont vraiment faire la différence. Et également, je vous invite à noter dans vos agendas que mercredi 24 avril à 13 heures, eh bien, mon invité sera Noémie Lemaine, qui viendra nous parler en direct sur ma chaîne de sexisme et coaching. Donc voilà, on aborde plein de thèmes sur ma chaîne, donc du soufisme au sexisme. Je crois que ça va stimuler nos petites neurones. Un tout grand merci, Moussine. Merci à vous. J'ai été très charmé et ça a beaucoup stimulé mes neurones aussi. Super, merci. À bientôt!